présente rapidement. Donc, comme l'a fait, rien à ajouter, Alain Mounier. Voilà, je suis historien en histoire contemporaine. J'ai fait ma thèse de doctorat sur justement le sujet du Hezbollah. Donc, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cette rencontre, ainsi que toutes les personnes présentes en cette fin d'après-midi. Le livre que je vais vous présenter brièvement s'intitule Hezbollah au Liban, Dieu, médias et guerre politique. Il vient de paraître aux éditions L'Harmattan le 21 mai dans la collection Comprendre le Moyen-Orient, avec une préface de mon directeur de thèse, M. Gilles Ferraillon. Cet ouvrage est issu de plusieurs années de recherche consacrées au Hezbollah, et je ne vais pas vous proposer maintenant seulement un résumé du livre chapitre par chapitre. J'ai choisi de vous raconter une histoire, celle d'un mouvement apparu dans le contexte particulièrement troublé du Liban des années 1980 et devenu progressivement l'un des principaux acteurs politiques et militaires du Moyen-Orient. L'objectif sera de comprendre comment ce mouvement s'est construit, comment il a évolué et comment il a progressivement trouvé une place centrale au Liban. Pourquoi consacrer un livre ou une thèse sur le Hezbollah? Parce que ce mouvement est souvent présenté de manière très partielle. Selon les points de vue, il est réduit à une milice armée, à un parti politique, à une organisation religieuse chiite et à un allié de l'Iran, ou encore même un mouvement engagé dans le conflit israélien, comme on le sait tous. Toutes ces dimensions existent dans le Hezbollah, mais prises de manière isolée, elles ne suffisent pas à comprendre le Hezbollah. Le Hezbollah est à la fois un mouvement religieux, un acteur social, une force militaire, un parti intégré au jeu politique libanais et une organisation qui a accordé une grande importance aux médias et à la communication. Et cet aspect-là des médias et de la communication, je l'ai longuement traité dans le livre. Le Hezbollah est à la fois un mouvement religieux, un acteur social, une force militaire, un parti intégré au jeu politique libanais et une organisation qui a accordé une grande importance donc aux médias et à la communication. L'ambition de ce livre n'est donc ni de défendre le Hezbollah, ni de le condamner d'office. L'objectif est d'essayer de comprendre comment, en tant qu'objet historique complexe, essayer de comprendre le Hezbollah en tant qu'objet historique complexe, en évitant les simplifications. Le livre propose ainsi plusieurs niveaux de lecture. Il retrace d'abord l'histoire du mouvement, ses origines, son apparition dans le contexte de la guerre civile libanaise et l'invasion israélienne en 1982, puis ses transformations successives. Il étudie également ses fondements religieux et idéologiques, mais aussi la manière dont il a construit son récit, son image et sa communication. Enfin, il cherche à comprendre comment le Hezbollah s'est progressivement implanté dans le système politique libanais jusqu'à devenir un acteur incontournable de la vie du pays. Pour rendre cette histoire aussi claire que possible, je vous propose donc de reprendre les principaux repères chronologiques et de suivre pas à pas la trajectoire du mouvement. Mais avant d'entrer véritablement dans ce récit, il faut commencer par clarifier quelques termes. Le Hezbollah est un mouvement islamiste chiite. Or, le mot islam et islamiste, sunnite et chiite, sont souvent employés dans le débat public sans être réellement définis. Commençons donc par distinguer précisément ces notions. Alors, déjà, islam et islamisme. Souvent, on fait l'amalgame. L'islam n'est pas l'islamisme. L'islam est tout d'abord une religion monothéiste. On appelle souvent les religions du libre, le catholicisme, enfin le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc une religion qui a sa doctrine, qui a ses piliers. Et
donc, non, on parle d'une religion. L'islam est une idéologie politique, donc, qui prône l'islam politique, donc l'application du code juridico-politique dans la société et donc dans l'État. Donc, on parle d'une idéologie, même d'un projet politique. Il faut bien faire la différence entre l'islam et l'islamisme. À l'intérieur de ces mouvements politiques islamistes, il y a plusieurs mouvances. Il y a dans le sunnisme des mouvances qui sont très différentes. On connaît les plus connus, les frères musulmans. C'est pas la même chose que par exemple Al-Qaïda, qui est aussi une organisation islamiste terroriste. D'accord, ou Daesh, qui est plutôt dans le salafisme djihadiste. Il y a aussi des mouvements islamistes qui ne sont pas du tout dans le combat armé. Il y a des mouvements islamistes soufistes. D'accord, même à l'intérieur du sunnisme, vous avez plusieurs mouvances. Donc ça, c'est une différence à faire. Et le Hezbollah est une organisation islamiste qui est particulière puisqu'elle est d'obédience chiite. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est quelle est la différence entre le sunnisme et le chiisme? Très rapidement, puisque ce n'est pas vraiment le centre du sujet aujourd'hui. Le sunnisme, c'est la majorité des musulmans aujourd'hui. C'est une branche de l'islam qui considère que, en fait, la divergence est faite sur la succession du prophète après sa mort. Qui doit être le successeur du prophète. Vous savez tous que le prophète de l'islam n'était pas seulement un chef politique, surtout après l'Égypte, il était aussi un chef politique et militaire, puisqu'il a créé, si c'est un acronyme de dire un État, mais voilà, c'est un État musulman. En tout cas, il a formé la première société musulmane naissante. Donc, il était un chef politique et militaire. Il menait des batailles, etc. La question de sa succession se pose tout de suite après sa mort. Qui doit reprendre le flambeau et guider, diriger les premiers musulmans de Médine et de Mecque, de la Mecque aussi, de toute la péninsule arabique à l'époque. Eh bien, la majorité des musulmans aujourd'hui croient que le prophète n'a pas désigné de successeur. Donc c'est le sunnisme, et que la question de la succession est une question temporelle qui est du domaine du consensus entre les grands notables de la Oumma, de la communauté des croyants. Effectivement, donc, c'est Abu Bakr, premier calife, qui a pris le pouvoir pendant 2 ans, qui a été assassiné. Ensuite, c'est Omar ibn al-Khattab, qui a pris aussi le pouvoir par la suite, et Osman. Ils n'ont pas été désignés par le prophète, ils ont été désignés d'une manière ou d'une autre par un consensus entre les grands notables des musulmans. Sans rentrer dans les détails, c'est un sujet à part. Contrairement aux sunnites, les chiites considèrent que le prophète a bel et bien désigné son successeur, et que la question de la succession du prophète est d'ordre religieux. Donc, les chiites considèrent que de tout temps il y a un guide divin, un prophète ou un successeur de prophète, et qu'en tout cas, le prophète de l'islam a désigné Ali, qui est son frère et son gendre. D'accord? Et ils considèrent qu'après le prophète, il y a une succession de 12 imams. Ils appellent ça des imams et non pas des califes. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails, mais on retient juste les principales idées. Il y a une succession de 12 imams infaillibles, donc c'est les successeurs légitimes du prophète. Tandis que les 3 premiers qui ont pris le pouvoir sont des usurpateurs, selon la version chiite. Donc c'est la principale divergence. En tout cas, c'est la première grande divergence qui va faire ce qu'est le sunnisme par la suite et ce qu'est le chiisme. Voilà. On retient juste cette idée-là. 2 mots sur le Liban. Je ne rentre pas dans les détails non plus parce que demain on aura longuement le temps de développer l'histoire du Liban, pour ceux que ça intéresse. Mais puisque le Hezbollah opère au Liban, il faut quand même dire quelques mots sur ça. Le Liban est un pays qui est né en 1920 par ordre du général français, puisque cette zone du Levant était sous mandat français à cette époque-là. Donc le Liban, dans ses frontières actuelles, est né en 1920. Il obtient son indépendance en 1943. Il s'agit d'un régime républicain, parlementaire,
Et c'est surtout ce qui fait la spécificité du Liban, c'est qu'il est multiconfessionnel. C'est un pays, tout d'abord, comme on peut le voir peut-être que c'est assez petit, mais bon, je ne sais pas. Au nord et à l'est, vous avez la Syrie, à sa frontière, et au sud, vous avez Israël. Donc c'est un pays qui est sur le littoral méditerranéen. À l'intérieur du Liban, on a environ 18 communautés religieuses. C'est un petit pays de 10 500 km² où vivent, cohabitent ensemble différentes communautés religieuses. Bien sûr, quand je parle de 18 communautés, j'inclus aussi les sous-branches de religion, c'est-à-dire le catholicisme, les orthodoxes. On verra demain de toute façon les évangéliques, les coptes, etc. Si on rassemble toutes les petites communautés ou les sous-branches de communautés religieuses, on arrive à 18 communautés. Retenons principalement que les chiites sont présents au sud Liban, c'est en vert foncé, les chiites, et dans le nord, dans la Bekaa, ainsi qu'autour de Beyrouth. D'accord ? En vert clair, c'est les sunnites, et en rouge ainsi qu'en orange, c'est les chrétiens. En bleu, c'est des druzes. Voilà. Deux mots rapidement sur pour présenter le Hezbollah. Donc le Hezbollah, en arabe, ça veut dire parti de Dieu. Il est né en 1982. C'est une organisation, comme je viens de le dire, islamiste, chiite, qui opère au Liban, qui est libanaise. C'est une organisation politico-militaire. C'est-à-dire que c'est un parti politique, un mouvement politique, qui a aussi sa branche armée. Et si je veux être plus précis encore, cette branche armée est née avant l'organe politique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la résistance islamique est née en 1992, et puis quelques années après, elle a été chapeautée par un organe politique officiel qu'on appelle le Hezbollah. Ça, c'est pour être vraiment précis. Mais en tout cas, retenez deux idées. C'est qu'aujourd'hui, c'est un mouvement politique qui a sa branche militaire. Ça, c'est le drapeau du Hezbollah. Donc le logo en vert, il est écrit Hezbollah. En bas, en rouge, la résistance islamique au Liban. Et tout en haut, d'un verset du Coran, eh bien, le parti de Dieu sera parmi les hommes. Ici, c'est un verset du Coran, la résistance islamique, le mot Hezbollah et donc la Kalachnikov qui symbolise la lutte armée. Problématique qu'on se pose, comment le Hezbollah, en tant que mouvement islamiste, réussit-il à s'imposer sur l'échiquier politique dans un pays multiconfessionnel comme le Liban? Donc ça va être notre fil conducteur pour cette séance. Là, on a une première photo. Donc là, j'ai enrichi la diapo de photos d'archives, comme ça rend l'intervention plus vivante. Donc là, on a une première photo, c'est une photo qui date de 2006, suite à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006. Le Hezbollah a organisé un meeting où il a rassemblé un maximum de sympathisants. Et là, cette photo quand même reflète la popularité du Hezbollah, en tout cas au sein de la communauté chiite. Le monsieur que vous voyez, on va beaucoup en parler, puisque c'est ni plus ni moins que Saïd Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah de 1992 à 2024, date de son assassinat. Donc, première partie de notre séance aujourd'hui, donc l'émergence d'un islamisme chiite au pays du Cèdre. Pour comprendre comment cet islamisme a émergé au Liban, il faut aller voir ce qui se passe en Irak dans les années 70 et les années 80. En Irak, c'est 60 à 65% de chiites. Et en Irak, on a le centre théologique du chiisme dans le monde, qui est Najaf. Dans cette ville, Najaf, les étudiants chiites viennent faire leurs études de théologie venus de tous les coins du monde, et bien sûr, en particulier des pays où il y a une présence chiite. Donc le Liban, le Bahreïn, le Koweït, l'Iran, bien sûr, le Pakistan, des Afghans aussi.
viennent pour faire des études de théologie et devenir des clercs. Mettre le turban, comme vous l'avez vu avec Nasrallah, turban noir, c'est pour ceux qui sont descendants du prophète, et turban blanc pour ceux qui ne sont pas descendants du prophète. Donc à Najaf siège le clergé, et le clergé est traditionnellement quiétiste, c'est-à-dire qu'il ne se mêle pas de la politique, sauf dans des circonstances particulières. Donc ça, c'est une tradition dans le chiisme depuis ce qu'ils appellent l'occultation, c'est-à-dire que seuls les imams infaillibles, les 12 que je vous ai montrés au début, ont le droit de diriger la Ummah. Et dans la doctrine chiite, le dernier imam, le 12e, a été occulté. Il réapparaîtra à la fin des temps. C'est un peu le Messie, le sauveur, qui réapparaîtra à la fin des temps. Dans la doctrine musulmane, il y a toujours un Mahdi qui apparaîtra à la fin des temps, un sauveur qui apparaîtra avec Jésus. Pour les chiites, ce Mahdi, c'est ce 12e imam qui a vécu au 10e siècle et qui a disparu, qui est occulté de manière miraculeuse et qui va réapparaître à la fin des temps. En tout cas, ceux qui reprennent le flambeau durant l'occultation, c'est le clergé. Mais ils n'ont pas le droit de s'impliquer de manière très directe dans la politique. Donc c'était l'idée qui était retenue. Parmi les membres du clergé, il y a un monsieur qui s'appelle Mohamed Bakr el-Sadr. Vous voyez sa photo apparaître. Ce clerc est un grand ayatollah de Najaf et lui, il va se démarquer de la vie principalement défendue par le clergé à cette époque-là. Donc je parle des années 50, 60, 70. Il va dire qu'il est du devoir des croyants en règle générale et du clergé en particulier de défendre l'islam face aux pensées qui s'opposent à l'islam. À l'époque, c'était une effervescence du communisme et aussi des idées libéralistes. Donc il se lance dans la politique, il va écrire des bouquins, il a écrit Notre économie, donc il a même cherché à donner une alternative à l'économie libéraliste ou au modèle communiste avec une économie islamique. Il a écrit aussi Notre philosophie, c'est des livres qu'on retrouve sur internet, sur Amazon, qui sont traduits en français, où là aussi il va s'opposer au marxisme et défendre les idées religieuses et croyantes de l'islam. Mais le plus important, c'est qu'il va créer un parti politique qui s'appelle le Parti Ad-Da'wa. Donc, il le crée en 1957. À ce moment-là, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Hassan Nasrallah, que je viens d'évoquer, qui est né en 1959, qui va faire ses études primaires à Beyrouth. Son père tient une épicerie. Ils sont une fratrie de 9 frères et sœurs. Et la guerre civile commence en 1975 au Liban, comme on va l'évoquer demain. Et comme Hassan Nasrallah et sa famille vivent dans une zone mixte, à majorité chrétienne, eh bien ils vont devoir se sauver de Beyrouth, fuir Beyrouth et repartir vers le sud Liban, puisqu'ils sont originaires du sud Liban. Ils partent vers leur village d'origine, alors que Hassan Nasrallah avait 16 ans. À ce moment-là, il décide de quitter le Liban pour aller faire des études de théologie à Najaf. Il prend avec lui une lettre de recommandation d'un grand clerc de la ville de Tyr, et il part pour Najaf. Arrivé à Najaf, la première personne qu'il va voir, c'est Abbas al-Moussaoui. Abbas al-Moussaoui, c'est la personne qui sera plus tard le deuxième secrétaire général du Hezbollah. Donc c'est en fait le prédécesseur de Hassan Nasrallah. Il le rencontre par hasard à Najaf. Abbas al-Moussaoui est un étudiant à ce moment-là. Il le prend pour un Irakien parce qu'il est très brun. Et Abbas al-Moussaoui, à ce moment-là, il lui dit non, je suis libanais, comme toi, tu peux me parler en dialecte libanais. Et Abbas al-Moussaoui envoie Hassan Nasrallah chez Mohamed Bakr el-Sadr dans son bureau. Il prit connaissance avec lui. Mohamed Bakr el-Sadr lui donne une bourse, la tenue vestimentaire du clerc, lui assure un logement étudiant et demande à Abbas al-Moussaoui, qui est lui aussi étudiant chez Mohamed Bakr el-Sadr, eh bien il lui demande de s'occuper et d'enseigner
ce jeune Hassan Nasrallah qui est âgé de 16 ans. Un an après, Hassan Nasrallah porte le turban. Et donc 2 ans après, en 1978, ils sont contraints de quitter Najaf, étant donné la répression des autorités irakiennes bassistes contre les étudiants chiites à cette époque-là. Donc, en 1978, Abbas al-Moussaoui et Hassan Nasrallah quittent Najaf et reviennent au Liban. Là, on a une photo d'archive qui date de cette époque-là. Vous avez donc Hassan Nasrallah, qui n'avait pas encore vraiment de barbe à ce moment-là, et ça c'est Abbas al-Moussaoui. C'est une photo qui est prise à Najaf, donc dans ces années 70. Ils reviennent au Liban donc, et Abbas al-Moussaoui décide de créer sa propre école. Ça s'appelle en arabe, dans la terminologie chiite, des Hawza. Donc il va créer sa propre école dans la zone de la Beka, justement. Il va avoir au début 13 étudiants, ils vont siéger dans un appartement de 2 pièces sans cuisine, puis ensuite ils vont réussir à occuper les locaux d'une mosquée qui s'appelle la mosquée Imam Ali. En tout cas, une mosquée, enfin une école islamique politisée voit le jour dans cette zone de la Beka au nord-est du Liban, bien sûr dans les quartiers chiites. Et là on a donc une photo de cette époque-là des jeunes étudiants de la Hawza. Donc on retient bien cette école parce qu'elle va jouer un rôle important dans la naissance du Hezbollah plus tard. Les événements vont s'enchaîner. 1979, février 1979, c'est la révolution islamique en Iran. L'ayatollah Khomeini, qui était en Irak, qui a été exilé d'Irak, qui est venu en France, a passé 3 mois ici en France, à Neuf-le-Château, va revenir en Iran victorieux. Le Shah d'Iran va fuir l'Iran et Khomeini va instaurer une république islamique. Cette révolution islamique est vécue par la communauté chiite au Liban, même avant sa victoire, comme une espérance. Une espérance d'une affirmation de la communauté chiite dans le monde musulman et aussi un espoir révolutionnaire contre les forces entre guillemets impérialistes, c'est-à-dire l'Amérique et Israël, puisque une grande partie des chiites à cette époque-là les chiites libanais, étaient dans les partis plutôt de gauche. Donc là, on a là aussi des photos d'archives avant même la révolution islamique en Iran. Les Libanais chiites manifestent pour exprimer leur soutien à l'ayatollah Khomeini. À ce moment-là aussi, il y a un monsieur qui s'appelle Moussa Sadr. Ça, c'est l'ayatollah Khomeini, et là, c'est Moussa Sadr. Moussa Sadr, à cette époque-là, est plutôt le leader des chiites, à la fin des années 70. Il va participer à l'émergence et à l'émancipation de la communauté chiite, parce que c'est une communauté qui est très marginalisée à cette époque-là. Mais il va finir par disparaître en Libye lors d'une visite. Donc tout est prêt, il faut maintenant l'événement déclencheur. Et bien l'événement déclencheur va être l'invasion israélienne du Liban. Alors Israël envahit d'abord le sud-Liban en 1978 en représailles aux attaques de l'OLP. L'OLP, c'est l'Organisation de libération de la Palestine. C'est des Palestiniens qui opèrent depuis le sud-Liban contre Israël. Ils sont très présents à partir de la fin des années 60 au Liban. D'accord ? Israël, donc, dans un premier temps, envahit le sud, et puis en 1982, elle décide d'envahir, de faire une invasion de grande envergure jusqu'à la capitale, dans l'objectif affiché d'expulser l'OLP. Mais l'objectif réel était d'aller encore plus loin, c'était d'instaurer un État ami d'Israël à Beyrouth. Donc là, sur cette carte, vous voyez l'invasion israélienne, plus de la moitié du pays a été envahi. Et donc, l'école de Abbas al-Moussaoui se trouve ici. D'accord ?
Israël a envahi tout ce qui est en bleu. À Beyrouth, à ce moment-là, il y a des comités, des petits groupes, des groupuscules, on appelle ça, islamistes, chiites, qui travaillent dans le domaine culturel, dans les mosquées, qui ne travaillent pas beaucoup dans la politique. C'est des petites minorités. Il y a aussi l'organisation des étudiants musulmans aussi, qui était présente à Beyrouth. Eh bien, ces groupes vont soit combattre la présence israélienne, enfin l'occupation ou l'invasion israélienne qui arrive à Beyrouth, soit ils vont aller se regrouper dans la Beka qui est restée libre, et donc ils vont rejoindre la mosquée de la Hausa, l'école islamique de Abbas al-Moussa. Conséquence face à cette invasion, les Iraniens vont réagir. Ils vont se mettre d'accord avec la Syrie. À l'époque, la Syrie était gouvernée par Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad qui est tombé il y a quelques mois maintenant. Donc c'était Hafez el-Assad qui était le président de la République en Syrie. Ils vont se mettre d'accord avec Hafez el-Assad pour contrecarrer l'invasion israélienne. Il faut savoir que la Syrie a essuyé une grosse défaite face à l'armée israélienne lors de cette invasion. La Syrie est présente au Liban depuis 1976, dans l'objectif affiché de mettre fin à la guerre civile. Elle va rester au Liban. Et lors de l'invasion en 1982, il y aura des combats entre l'armée syrienne et l'armée israélienne. Ce sera une défaite donc pour la Syrie. C'est pour ça qu'elle accepte volontiers l'aide proposée par l'Iran. L'Iran va envoyer les fameux passes d'Aran, j'en parle longuement dans le livre. Elle va envoyer les passes d'Aran pour créer une résistance, une force militaire pour faire face à l'invasion et à l'occupation israélienne. Donc ces passes d'Aran vont dans un premier temps arriver à Damas. Donc ça c'est une photo d'archive des passes d'Aran, donc des gardiens de la Révolution. Des gardiens de la Révolution qui arrivent donc à Damas, la vieille ville, dans le souk. Si quelqu'un est déjà allé à Damas parmi vous, vous savez qu'il y a un souk qui est très connu, qui s'appelle le souk Al-Hamidiyya. Donc ils ont fait leur défilé militaire à l'intérieur du souk. Et ensuite, ils sont partis, ils ont traversé la frontière entre le Liban et la Syrie. Et rejoint qui? Eh bien, la mosquée des jeunes islamistes de Abbas al-Moussaoui. Et là, vous voyez dans cette deuxième photo d'archive, Abbas al-Moussaoui en personne, cette fois habillé d'un uniforme militaire qui a l'air enthousiasmé par l'arrivée des passes d'Aran, d'accord, et qui prononce un discours. L'entrée des passes d'Aran a lieu lors d'un jour symbolique, c'est la journée Al-Quds. C'est le dernier vendredi du mois de Ramadan, journée déclarée journée de Jérusalem par l'Ayatollah Khomeini. C'est très symbolique. Et donc à partir de ce moment-là, les passes d'Aran vont commencer à entraîner les premiers militants de ce qui deviendra plus tard le Hezbollah. Ils vont créer un camp dans un village qui s'appelle Janta. Donc ce sera le premier camp militaire pour créer les premiers résistants contre l'occupation. Mais ils ne vont pas seulement se contenter d'entraîner les premiers cadres du Hezbollah, ils vont aussi, donc là vous avez là aussi une photo d'archives à vous continuer. Donc ça c'est les passes d'Aran, les officiers des passes d'Aran qui sont avec Hassan Nasrallah qui est très jeune à cette époque-là et Abbas al-Moussaoui, c'est que son fils. Ça c'est une réunion qui semble être aussi dans la Beka. Donc les passes d'Aran ne vont pas seulement entraîner, ils vont aussi faire de la communication. Donc, ils vont exporter leurs idéaux, leurs doctrines, leur manière de penser. Ils vont exporter toute une culture en lien avec la révolution islamique en Iran. Et donc pour exporter des idées et une culture, il faut mobiliser des moyens de communication. Donc avec les passes d'Aran, on va ramener des artistes iraniens, des chanteurs iraniens, des dessinateurs iraniens qui vont exporter leurs idées.
Là, vous avez une photo pour prouver donc, ce que je suis en train d'évoquer, une photo de deux anciens dessinateurs du Hezbollah qui racontent leurs souvenirs de manière nostalgique et qui disent avoir participé à un concours. Et l'objectif de ce concours organisé par les Passes d'Aran en 1982-83, c'est de dessiner le plus beau portrait de l'ayatollah Khomeini. Autre photo intéressante, c'est ces jeunes filles qui partent dans un minibus, qui partent pour participer à un événement. Cet événement n'est ni plus ni moins que l'anniversaire de la révolution islamique en Iran. Donc vous voyez que dès leur plus jeune âge, on encadre, entre guillemets on peut dire on embrigade cette jeunesse et on leur inculque les idéaux de la révolution islamique et l'attachement à cette révolution. Donc en rouge, c'est le drapeau des Passes d'Aran, enfin, des forces al-Muhammad Rasulullah. C'est on va dire c'est une branche des Passes d'Aran. Et vous voyez qu'elle porte aussi le portrait de l'ayatollah Khomeini. Donc communication, encadrement de la jeunesse, tout cela accompagne le projet militaire des Passes d'Aran. L'un ne se fait pas sans l'autre. Pendant les 2-3 premières années, le Hezbollah opère dans le secret. On entend parler de quelque chose qui s'appelle Hezbollah. On ne sait pas ce que c'est exactement. Tout est dans le secret. Vous savez, le Liban est dans un contexte d'invasion, d'occupation. On entend parler d'islamistes, on entend parler d'un conseil décisionnel, d'une shura, mais rien n'est visible. Donc de 82 à 85, le Hezbollah va opérer dans la clandestinité. L'objectif, c'est de se renforcer, de chercher à se renforcer avant de se lancer dans l'échiquier politique libanais. Le deuxième objectif, c'est plutôt un objectif sécuritaire pour éviter que Israël ne puisse les cibler. En 1985, le Hezbollah est assez fort pour se lancer officiellement dans la vie politique. De plus, en 1985, c'est le retrait israélien d'une grande partie du Liban. Israël va se retirer du Liban, elle va garder seulement le sud du Liban occupé. Donc en février, le Hezbollah va déclarer son manifeste au peuple libanais, officiellement. Alors il choisit son nom en 1984, il n'y a même pas encore de nom en 1984. Il y a plusieurs propositions qui sont faites, sans rentrer dans les détails. Ce qui va être adopté, c'est Hezbollah, le parti de Dieu. En 1985, le manifeste est prononcé dans une mosquée dans la banlieue sud de Beyrouth. Premier porte-parole officiel du Hezbollah va lire ce manifeste. C'est un monsieur, c'est un clerc qui s'appelle Sayyid Brahim Amin Assad, qui est encore vivant. Dans ce manifeste, on a tous les principes de l'idéologie du Hezbollah. Donc, le Hezbollah est un parti islamiste, il prône l'islam politique. 2, il se rattache sur le plan doctrinal au guide suprême iranien. Donc, à l'époque, l'ayatollah Khomeini, dans un concept doctrinal qui s'appelle Wilayat al-Faqih, la tutelle du juriste théologien. L'idée, c'est que, étant donné que l'imam, le 12e imam infaillible, est absent, est occupé, il faut bien quelqu'un qui le remplace. Et grosso modo, dans cette théorie, de Wilayat al-Faqih, le guide suprême en Iran, qui est le guide de cet État islamique, est le guide aussi de tous les musulmans dans le monde, dans la vision du Hezbollah. 3, la lutte armée et la résistance contre Israël. 4, la libération de toute la Palestine historique. Donc le Hezbollah ne peut pas reconnaître la légitimité de l'État d'Israël sur le plan idéologique. D'accord. Alors je vous lis juste un extrait parce que c'est surtout ce point-là qui pose parfois question. Est-ce que le Hezbollah veut faire un État islamique au Liban?
On est en 1985, on est dans le contexte de la guerre civile. Il y a des gens qui veulent faire un État russe, il y a des gens qui veulent faire un État chrétien. C'est une réalité, hein, c'est pas une caricature. Le Hezbollah naissant, qui est très idéologique, eh bien, prône l'État islamique, mais ne cherche pas à l'imposer. Regardez ce que dit le manifeste. Permettre à tous les fils de notre peuple de déterminer leur avenir et de choisir en toute liberté la forme de gouvernement qu'ils désirent. Nous les invitons à opter pour le régime islamique qui seul est apte à assurer la justice et la dignité de tous. Seul le régime islamique pourra empêcher toute nouvelle tentative d'infiltration impérialiste dans notre pays. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'agit d'une invitation. Jamais le Hezbollah, depuis ses débuts, n'a cherché à imposer sa vision politique. Donc à partir de 1985, le Hezbollah est présent, on le voit dans l'espace public, il a son emblème, ses drapeaux, ses militants dans la rue, ses checkpoints aussi, dans la banlieue sud, dans le sud du Liban, dans la Bekaa. Le Hezbollah progressivement réussit à s'implanter à Beyrouth, dans la banlieue sud et ainsi que Beyrouth, le centre de Beyrouth. Là, vous avez une photo d'archive de Hassan Nasrallah, qui à ce moment-là est responsable de la zone Beyrouth dans le Hezbollah, et qui vient ici présenter ses condoléances à un martyr du Hezbollah. D'accord ? Ce qui prouve quand même la présence du Hezbollah au sein même de Beyrouth dès le milieu des années 80. Là, vous avez un défilé militaire féminin de femmes en tchador. Alors là, ce qui est intéressant, c'est la question du tchador. Déjà, les défilés comme ça n'existe plus aujourd'hui. C'est là aussi une exportation qu'on retrouve dans les images durant la guerre Iran-Irak. Donc on voyait des femmes en tchador qui combattaient au front, etc. Donc là, le Hezbollah essaie d'exporter aussi cette image pour montrer que les femmes sont aussi impliquées dans la lutte armée. Mais la question du tchador, elle est intéressante puisque, effectivement, selon un certain nombre de chercheurs, notamment Ala Jaber, elle nous dit que le tchador est vraiment une exportation venue d'Iran. C'est-à-dire qu'avant l'apparition du Hezbollah, le tchador n'existait pas au Liban, même chez les plus pratiquants. C'est avec la révolution islamique et l'importation de cette culture, voilà, que commence à apparaître le tchador au Liban. On avance, parce que le temps tourne. À partir du moment où le Hezbollah naît, il va faire face à un certain nombre de rivalités. Je donne juste les grandes lignes pour que je puisse terminer correctement. Donc, retenez que les premiers à s'opposer au Hezbollah, ça va être la Syrie. Parce que la Syrie a accepté que le Hezbollah naisse au Liban seulement pour combattre Israël dans des circonstances très particulières en lien avec l'invasion israélienne. À partir du moment où Israël s'est retiré, plus besoin du Hezbollah. Donc pour la Syrie, il n'est pas question de créer un projet politique pro-iranien au Liban, puisque la Syrie exerce son hégémonie au Liban à travers un autre mouvement chiite qui s'appelle le mouvement Amal. D'accord ? Donc le renforcement du Hezbollah au Liban est considéré comme une concurrence par rapport à l'hégémonie syrienne au Liban. Alors, je vous lis rapidement ce que dit le chercheur Assad Allahi, c'est un politologue iranien. Il nous dit, je cite, « Le régime syrien baathiste laïque avait de véritables problèmes avec les islamistes sunnites dans son pays. Cependant, suite à l'occupation israélienne de près de la moitié du pays, le régime syrien a ouvert la porte aux forces islamistes chiites et sunnites pour résister à l'occupation israélienne. Mais suite au retrait israélien et à la faible influence d'Israël sur le gouvernement libanais, la stratégie syrienne consistait à combattre toute forme d'extrémisme religieux. » D'accord ? Donc les autorités syriennes se sont dit que, étant donné que Israël s'est retiré, plus besoin de renforcer ses forces islamistes, qu'elles soient sunnites ou chiites,
il est temps maintenant de les éradiquer. Alors plusieurs escarmouches auront lieu entre le Hezbollah et la Syrie à partir du milieu des années 80 jusqu'au jour où, hop, affiche de propagande du Hezbollah. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette affiche de propagande? Elle nous raconte que l'armée syrienne est entrée dans une caserne à Beyrouth, une caserne sous contrôle du Hezbollah qui s'appelle la caserne Fatah Allah. L'armée syrienne entre et tue à coups de balle dans la tête plus de 23 militants dans la salle de prière. Donc cet événement est vécu vraiment comme un drame chez le Hezbollah. Même dans la mémoire aujourd'hui des militants du Hezbollah, cet événement est très présent. Mais le Hezbollah choisit la réelle politique, le pragmatisme politique, et va bien sûr hausser le ton, mais il ne va jamais répliquer militairement. Pourquoi? Parce que la Syrie est très puissante au Liban à cette époque-là. Elle est capable de éradiquer le Hezbollah. Par contre, il va en profiter pour faire une grande manifestation et montrer qu'il a désormais une assise populaire très importante. Deuxième conflictualité, c'est justement avec le mouvement Amal. Le mouvement Amal qui est au sein de la communauté chiite, mais qui est pro-syrien. Dès 1988, il va y avoir des conflits armés entre le Hezbollah et le mouvement Amal. Je vous raconte ça rapidement. Je l'ai décrit dans le livre en détail. Donc, dans un premier temps, le mouvement Amal va expulser le Hezbollah du Sud-Liban en disant avoir éradiqué la radicalité islamiste du Sud-Liban. Ensuite, les conflits vont éclater dans la banlieue sud de Beyrouth, mais cette fois, le Hezbollah va répliquer. Il va répliquer, il va se considérer en légitime défense, et il va considérer qu'il est que son existence est menacée. Donc, il va se lancer dans des combats armés contre le mouvement Amal. En 2 semaines, le mouvement Amal, le Hezbollah, prend le contrôle de 80% de la banlieue sud de Beyrouth. C'est une défaite extraordinaire pour le mouvement Amal. Plus tard aussi, il va y avoir des conflits, encore une fois, au sud du Liban. Des conflits connus de la guerre de Pétrin. En tout cas, cette conflictualité entre le Hezbollah et le mouvement Amal va durer jusqu'à la fin de la guerre civile, c'est-à-dire jusqu'en 1990. Voilà ce qu'on peut dire sur les années 1990. Donc là, on voit par exemple une photo prise par l'AFP. Donc ça, c'est un combattant du Hezbollah qui écrit sur un mur. C'était à la mode, et slogan sur les murs. Donc suite à la prise de contrôle de la banlieue sud par le Hezbollah, il écrit « Seule la résistance doit être la réponse, et les convois de martyrs nous mèneront vers la victoire. » Là, on a la une du magazine Amal qui représente le Hezbollah en quelqu'un qui porte un poignard. Un poignard devant eux, qui sont présentés comme des traîtres. Ce numéro doit s'inscrire dans le contexte de la guerre entre le Hezbollah et le mouvement Amal au sud du Liban à la fin des années 1989, début des années 90. Donc, cette guerre entre Amal et le Hezbollah a fait près de 2000 victimes. J'avance et donc, maintenant je vais vous dire 2 mots sur la fonction de secrétaire général du Hezbollah. Alors, je vais vous la raconter d'une autre manière pour vous faire, pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de la religion dans le Hezbollah et chez ses dirigeants. La religion chez le Hezbollah n'est pas seulement un moyen de communication ou d'endoctrinement ou de galvanisation, c'est aussi quelque chose de plus structuré au sein du Hezbollah. C'est pour ça que je vais vous raconter cette question de la fonction de secrétaire général de cette manière-là. Ce que je vais raconter maintenant, je ne le cautionne pas en tant que vérité historique, mais en tout cas il est intéressant de connaître le récit interne du Hezbollah, et donc ce qui nous permet de comprendre la centralité de la religion au sein de cette organisation. Jusqu'en 1989,
le Hezbollah n'a pas de secrétaire général. Donc la fonction de secrétaire général n'existe pas. La direction est une direction collégiale, collective. Il y a une choura, ça s'appelle un conseil décisionnel, qui est composé soit de 5 personnes, soit de 7 personnes, soit de 10 personnes parfois, ça dépend. Et c'est eux qui prennent la décision de manière donc, collégiale. Et s'ils sont en divergence, ils font remonter cela, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils font remonter cela au guide suprême en Iran. L'idée de créer un secrétaire général, de créer un vrai leader du Hezbollah, un leader national du Hezbollah, commence à prendre forme dès la fin des années 88. Et donc là, Hassan Nasrallah nous raconte comment la décision a été prise. Il dit qu'à un jour, il était à Téhéran et que un monsieur qui s'appelle Subhi Toufaili et Abbas al-Moussaoui. On a déjà évoqué Abbas al-Moussaoui. Ils sont tous dans le Hezbollah à ce moment-là. Hein. Ils ont quitté l'école de l'ABK, ils ont mis des profs là-bas, ils se sont lancés dans la politique et dans la lutte armée. Donc un soir, Hassan Nasrallah nous raconte, un soir, Subhi Toufaili et Abbas al-Moussaoui viennent voir Hassan Nasrallah et lui disent voilà, on s'est dit que la meilleure personne pour être secrétaire général du Hezbollah, c'est toi. Là, on est en conflit avec le mouvement Amal. Toi, tu as de très bonnes relations avec le mouvement Amal. Tu es une personne assez charismatique. Tu peux pleinement occuper ce poste. Hassan Nasrallah refuse. Il leur dit, je ne peux pas accepter une telle proposition pour 2 raisons. 1, parce que tous les deux, vous êtes plus âgés que moi. Et je ne peux pas être votre chef alors que vous êtes beaucoup plus âgé que moi. Et l'un d'entre vous est carrément mon professeur. Parce que Abbas al-Moussaoui était vraiment le professeur de Hassan Nasrallah. Subhi Toufaili et Abbas al-Moussaoui vont insister. Hassan Nasrallah raconte qu'ils vont presque se disputer. Et à un moment donné, Hassan Nasrallah leur dit voilà, on va faire une istikhara. Alors qu'est-ce que c'est qu'une istikhara? Dans l'islam, dans la religion, il y a un rituel qui s'appelle istikhara. Si on veut le traduire en français de manière littérale, ça donnera présage. Et clairement, ça veut dire quoi? C'est quand un croyant ou un fidèle hésite sur prendre une décision, oui ou non, il peut s'en remettre notamment au Coran. Il y a d'autres manières de le faire, mais c'est principalement par le Coran. Donc il y a un clerc qui va venir ouvrir le Coran et qui va interpréter le verset. On ouvre le Coran de manière hasardeuse, hein. Donc on tombe sur un verset, on l'interprète. À partir de cette interprétation, on s'inspire de ce verset pour faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Donc Hassan Nasrallah va envoyer quelqu'un sans lui dire de quoi il s'agit. Il lui dit voilà, tu vas aller me voir un monsieur qui s'appelle Mohamed Taqi Bahjat. C'est un grand ayatollah iranien de Qom. Il est très connu pour son niveau de spiritualité. C'est un gnostique. Donc il lui dit, il dit à son ami, il dit, tu vas me voir l'ayatollah et tu lui dis voilà, Hassan Nasrallah te demande une istikhara. Tu ne dis pas plus que ça. Effectivement, le lendemain matin, Hassan Nasrallah va recevoir un coup de fil de la part de monsieur qui est parti voir Bahjat. Il dit voilà, l'ayatollah Bahjat te dit non pas oui ou non, il te dit n'accepte pas ce qu'ils sont en train de te proposer. N'accepte pas ce qu'ils sont en train de te proposer. L'un d'entre eux va te trahir. D'accord? Donc c'est ce que nous raconte Hassan Nasrallah. Et effectivement, Subhi Toufaili, par la suite, quand Hassan Nasrallah va vraiment devenir secrétaire général du Hezbollah, il s'est retourné contre eux. Donc finalement, l'istikhara est mauvaise. Hassan Nasrallah ne sera pas secrétaire général du Hezbollah. Ils vont aller lors d'un premier congrès du parti en 1989, la Shura, qui est composée de 10 personnes, va élire le premier secrétaire général du Hezbollah. Ils sont 10 et à chaque fois, il y a 5 personnes qui vont voter pour Subhi Toufaili et 5 personnes pour Abbas al-Moussaoui. Ils font une réélection, deuxième fois, même problème, à ex aequo. Troisième fois à ex aequo, et finalement, ils s'en remettent au tirage au sort. Tirage au sort, c'est Subhi Toufaili qui sera secrétaire général du Hezbollah. Pas pour longtemps, il va avoir un mandat de 2 ans, plus quelques mois, puisque
la situation entre le mouvement Hamas et le Hezbollah nécessite un allongement du mandat de Subhat Tufaili et il va être écarté. Écarté pour plusieurs raisons, notamment pour sa radicalité et pour ses mauvaises relations avec l'Iran et la Syrie. À ce moment-là, même problème, il faut élire un nouveau secrétaire général du Hezbollah. Abbas al-Moussaoui demande que ce soit Hassan Nasrallah et Hassan Nasrallah refuse d'accepter. Et ils vont s'en remettre encore une fois à l'istikhara. Pendant 10 jours, le Hezbollah n'a pas de secrétaire général. Parce que les deux personnes, Hassan Nasrallah et Abbas al-Moussaoui, se rejettent la responsabilité. Ils vont faire une istikhara, ça va être Abbas al-Moussaoui. Abbas al-Moussaoui ne va pas rester longtemps puisqu'il va mourir suite à un bombardement, à l'élimination de Abbas al-Moussaoui, son assassinat ciblé. Il revenait en fait d'un meeting avec sa femme et son jeune fils de 2-3 ans. Ils étaient en voiture. Israël va attaquer la voiture de Abbas al-Moussaoui, il va mourir. Là aussi, dans le récit interne du Hezbollah, on raconte que, et c'est Hassan Nasrallah en personne qui le raconte, qu'Abbas al-Moussaoui, quelques mois avant sa mort, avait dit à Hassan Nasrallah: prépare-toi pour la relève, il ne reste plus beaucoup de temps. Il dit avoir vu un rêve, et c'est vu sur un checkpoint israélien, un grand checkpoint israélien. Au bord de la voiture, il y avait bien sûr lui qui conduisait, sa femme à côté de lui et le petit garçon. Et un soldat israélien lui aurait arraché, un soldat israélien a arraché le collier du cou de sa femme. Donc ils l'ont interprété et pour eux ça voulait dire que finalement il allait tomber en martyr lors d'une attaque israélienne. Et donc cette fois c'est bien Hassan Nasrallah qui devient secrétaire général du Hezbollah. Il va cumuler les mandats jusqu'en 2024, date de son assassinat, le 27 septembre 2024. Donc c'est Naïm Kassem qui prend la relève. Deuxième partie, donc rapidement, et là c'est vraiment le cœur du livre, je vais juste donner les clés. Donc suite au second congrès du Hezbollah qui a lieu en mai 1991, les dirigeants prennent des décisions qui marqueront l'entrée du Hezbollah dans une nouvelle phase de sa vie, parce que c'est la fin de la guerre civile. Fin de la guerre civile, 1989, le Hezbollah doit changer de stratégie. Voici donc les 5 priorités du Hezbollah lors du second congrès de 1991. 1. Libérer le Liban de l'occupation israélienne et confirmer l'inimité avec Israël. 2. S'intégrer réellement dans la vie politique libanaise. 3. S'ouvrir politiquement aux autres acteurs politiques libanais, les chrétiens, les sunnites, les druzes. 4. Défendre une déconfessionnalisation du système politique libanais. Au Liban, il faut le savoir, on en parlera demain. La division du pouvoir est faite de manière très confessionnelle. Le président de la République chrétien, Premier ministre sunnite, président du Parlement chiite. Et confirmation de l'union de la communauté chiite. Vous savez que la communauté chiite est sortie donc d'une guerre. Donc c'est le moment de se réconcilier. Réadaptation du discours du Hezbollah. Dès le second congrès, le Parti de Dieu planifie des visites politiques pour établir des relations, notamment avec la communauté chrétienne. Le Hezbollah va s'ouvrir aux chrétiens, ce qui n'était pas le cas dans les années 80. Sur ce point, le chercheur Didier Leroy affirme que le Hezbollah a connu un glissement progressif de l'islamisme vers un islamo-nationalisme ou un islamo-patriotisme. Là aussi, c'est quelque chose que je démontre dans ma thèse et dans le livre. Et il y a aussi l'expulsion des plus radicaux, donc notamment Subhat Tufaili. Subhat Tufaili, je vais un peu trop vite, je vais juste vous raconter l'anecdote de Subhat Tufaili. Subhat Tufaili, il se passe quoi avec lui par la suite? En 1993, il ne fait plus partie du conseil décisionnel, il n'est plus secrétaire général, vous le savez, depuis 1991. Il ne fera plus partie du conseil décisionnel à partir de 1993. Et en 1996, il décide de mener une révolte contre l'État libanais sans prendre l'accord du Hezbollah, donc sans prendre l'accord de Hassan Nasrallah. Et c'est une révolte contre Rafik Hariri. À ce moment-là, le Hezbollah est proche de Rafik Hariri, il a une bonne relation avec Rafik Hariri, donc il ne cherche pas à créer un conflit avec Rafik Hariri.
C'est aussi une révolte contre la Syrie. Donc ça met le Hezbollah dans une mauvaise situation. Et surtout, ce qui risque de se faire, c'est que le Hezbollah se fissure. En deux parties, puisque Subh al-Tufayli a quand même une influence sur les militants du Hezbollah. Finalement, et très important, Subh al-Tufayli prend le contrôle de la mosquée de Abbas al-Moussaoui. Vous vous rappelez de la mosquée de Abbas al-Moussaoui? Bien, il va prendre le contrôle militaire de la Beka, de cette Aouza à la Beka. Finalement, il va y avoir des conflits entre l'armée libanaise et les militants de Subh al-Tufayli. Il va y avoir des morts dans les deux camps. Et le Hezbollah publie un communiqué clair et radical. Communiqué datant du 26 octobre 1998, le Hezbollah déclare, je cite, « Après plusieurs mois, il est maintenant clair pour le monde entier que l'action de Cheikh Subh al-Tufayli n'est pas un mouvement portant des revendications sociales, mais plutôt une volonté de diviser notre camp pour qu'il puisse s'imposer à nous. Après tout ce qu'on a enduré de sa part, le Cheikh Subh al-Tufayli n'est plus l'un de nos membres. » Donc expulsion du Hezbollah. On avance, l'intégration du Hezbollah dans les institutions libanaises. Donc le Hezbollah participe aux élections, il a désormais des députés, mais ce n'est pas évident. Il faut savoir que c'était un sujet à débat au sein du Hezbollah. Il n'est pas évident pour un mouvement islamiste de participer à des élections dans le cadre d'un État non islamique. Donc il va faire carrément un conseil qui vont débattre de est-ce qu'on doit ou on ne doit pas participer aux élections. 10 vont voter oui pour la participation, 2 vont voter non. En 1992. Les deux noms, ça va être celui de Subh al-Tufayli et un autre qui s'appelle Hussein Kouran. Finalement, l'ayatollah Khamenei, qui pour eux le guide politico-religieux, va les encourager à participer aux élections. Donc le Hezbollah fait son entrée au Parlement libanais en 1992, sans rentrer dans les détails, donc il va prendre 12 députés à ce moment-là. Comment Hassan Nasrallah justifie cette entrée, puisque c'est un sujet à débat, il dit, je cite, « Le Parlement libanais est un forum qui permet de regrouper les représentants des différentes fractions de la société libanaise. Il s'agit aussi de l'institution la plus importante dans le système politique libanais, capable de prendre des décisions cruciales. Nous pouvons donc utiliser le Parlement comme une tribune pour aborder les sujets essentiels dans notre pays. Enfin, notre présence au Parlement nous permet d'avoir une légitimité représentative, donc c'est ça la stratégie, gagner en légitimité, une légitimité représentative à l'échelle locale, c'est-à-dire à l'échelle du Liban, et à l'échelle internationale. Aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne a mis le Hezbollah, la branche armée, comme organisation terroriste. Elle n'a pas mis la branche militaire, la branche politique. Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'ils ont des députés au Parlement. C'est des gens qui représentent une population. Le Hezbollah va améliorer ses relations avec tous les grands responsables politiques au sein des institutions libanaises. Progressivement, donc, sa relation, ça c'est Hassan Nasrallah, sa relation avec Rafik Hariri, Premier ministre, dans une longue partie des années 90. Donc la relation va s'améliorer, il y a un véritable rapprochement qui s'effectue, et le président chrétien, président de la République, Émile Haroun. Donc là, c'est un trio qui quand même, ainsi que Nabil Berri, président du Parlement. Donc c'est vraiment eux qui vont diriger le pays sous la tutelle syrienne, bien sûr, à cette époque. Alors, en 1997, le Hezbollah, pour s'inscrire dans un processus de libanisation, ça ne va pas seulement être de la communication politique ou des paroles, il va mener des actions concrètes. C'est-à-dire qu'en 1997, il va créer la brigade libanaise. C'est quoi la brigade libanaise? C'est une branche armée ouverte à tous les Libanais, de toute confession confondue. Donc un druze, un chrétien, un sunnite peut entrer dans la brigade libanaise. Pas d'idéologie, pas d'attachement idéologique à l'islam, au chiisme ou à l'Iran. C'est le drapeau libanais, le cèdre du Liban et même l'uniforme avec le vert du cèdre.
Donc en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, le fils de Hassan Nasrallah est mort au front en 1997. Ce qui va vraiment augmenter la popularité de Hassan Nasrallah à ce moment-là. Et, Aurélie Daher parle du phénomène Hassan Nasrallah qui prend vraiment forme à partir de 1997, qui montre vraiment la sincérité des dirigeants du Hezbollah par rapport à la lutte qu'ils mènent. L'an 2000, 25 mai 2000, c'est la libération du Sud-Liban après une guerre d'usure sur plusieurs années. Hassan Nasrallah prononce son discours et il offre, là aussi c'est un effort de communication, il offre cette victoire, cette libération à tout le peuple libanais. Là on voit la population qui qui regagne les villages. J'avance. Il reste une question après la libération du Sud-Liban, c'est la question des prisonniers. Hassan Nasrallah promet la libération des prisonniers libanais qui sont encore détenus en Israël. Et il dit, chers prisonniers et otages, soyez sereins. Pour nous, votre libération est aussi importante que la libération de notre territoire. Cette libération viendra vers vous grâce aux efforts de vos enfants et de vos bien-aimés, les cavaliers de la résistance islamique au Liban. Donc il promet de libérer les prisonniers. Effectivement, ça ne va pas rester seulement des paroles. Le 7 octobre, regardez en plus l'hasard, le 7 octobre 2000, le Hezbollah capture 3 soldats israéliens dans la zone frontalière près des hameaux de Sheba. En revoyant la date, je me suis dit, après. Donc près des hameaux de Sheba. C'est quoi les hameaux de Sheba? Les hameaux de Sheba, c'est aux confins de la frontière entre la Syrie, le Liban et Israël. C'est un tout petit territoire. Le Liban dit que c'est à lui. La Syrie ne se prononce pas. Et Israël dit que c'est un territoire syrien, mais qu'elle a occupé en 1967. Donc c'est l'endroit où, si on veut faire passer des messages politiques ou faire quelque chose, eh bien voilà. C'est un endroit ouvert. En tout cas, occupé par Israël. Donc il va réussir à capturer des soldats là. Et il va réussir à échanger ces détenus israéliens contre les prisonniers libanais, mais pas seulement des Libanais, des Arabes, des Marocains, des Jordaniens. Et ça va augmenter encore plus la popularité du Hezbollah au sein du monde arabe. Et là, on voit dans ces photos l'accueil fait aux prisonniers libanais qui reviennent d'Israël. Le médiateur, c'est l'Allemagne. Le Hezbollah et Israël ont négocié ensemble via le médiateur allemand. C'est pour ça que les prisonniers libanais ou arabes, en là, du coup, c'est que les Libanais qui viennent au Liban, du coup. C'est donc la compagnie allemande. Bref, ceux qui vont venir accueillir les prisonniers, c'est Rafik Hariri, le Premier ministre, le président de la République, Amin Daoud, et le président du Parlement qui est là, Nabil Berri, à côté de Hassan Nasrallah. Si on veut donner une date, un moment précis de l'histoire du Hezbollah, on peut dire voilà, à ce moment-là, le Hezbollah a atteint son apogée concernant sa légitimité interne dans le pays, c'est cette année 2004. Il a libéré donc le sol et il a libéré les humains, les civils libanais qui étaient en prison. Après, les choses vont devenir plus compliquées. Effectivement, donc là, à partir de 2005, les pressions vont augmenter. Il y a une résolution qui va être adoptée, la résolution 1559, qui demande le retrait syrien du Liban et qui demande le désarmement des milices libanaises et étrangères. La question du Hezbollah commence à être un sujet à controverse au Liban. Est-ce que le Hezbollah est un parti iranien? Est-ce qu'il est vraiment loyal? Est-ce qu'il est vraiment national? Ces questions vont commencer à se poser. La réalité de ces liens avec l'Iran, une photo de Hassan Nasrallah avec l'ayatollah Ali Khamenei, qui est mort il y a 2-3 mois, qui a été tué durant la guerre avec l'Iran. Donc tout ça va commencer à vraiment prendre forme dès 2005, et notamment avec l'assassinat de Rafik Hariri. Rafik Hariri est tué le 14 février 2005 lors d'une voiture piégée. Il est assassiné. Et donc,
deux conséquences principales. Un, l'armée syrienne qui est poignée du doigt, qui est montrée du doigt, excusez-moi, dans cet assassinat, va se retirer. Donc, dans un premier temps, ils vont accuser, la communauté internationale et les adversaires de la Syrie vont accuser la Syrie d'avoir tué Rafik Hariri, puis ensuite ils vont accuser le Hezbollah. Deux conséquences, la division, le clivage libanais, division des Libanais. Il y a un vrai clivage qui va se créer. Le premier clivage, c'est lorsque Hassan Nasrallah, le 8 mars 2005, va inviter les Libanais à manifester pour remercier la Syrie suite à son retrait. Donc, il cherche à représenter l'influence syrienne au Liban. Deux, en réponse à la manifestation du 8 mars, le 14 mars, les anti-syriens, qui sont aussi pro-américains et pro-saoudiens, vont manifester contre la Syrie et contre le Hezbollah. Et c'est à ce moment-là que vraiment il y a un clivage qui se crée, qui est politique mais qui est aussi confessionnel, puisque la majorité des sunnites vont être dans le 14 mars et la majorité des chiites vont être dans le 8 mars. Donc il y a aussi une dimension confessionnelle de cette division. Les chrétiens sont partagés. Bon, ils sont majoritairement dans le camp du 14 mars au début. Bref, à partir de ce moment-là, on va avoir les forces du 8 mars. C'est une coalition de partis politiques pro-syriens dirigée par le Hezbollah et les forces du 14 mars, anti-syriens, pro-américains. On avance et donc on a face à ce clivage la décision du président du Parlement est de créer une table ronde pour négocier les différences et les divergences entre les Libanais. Et là, donc Hassan Nasrallah va participer en personne à cette table ronde. Vous avez là ici Saad Hariri, le fils de Rafik Hariri, qui va être présent. Nabil Berri, président du Parlement, chiite, qui est jusqu'à présent président du Parlement. La table ronde et surtout, donc pour la première fois et la dernière fois, Hassan Nasrallah accepte d'être présent en présence de Sami Jarjah. Sami Jarjah, c'est le chef des forces libanaises chrétiennes, souvent considéré comme l'extrême droite au Liban, qui est bien sûr très farouchement opposé au Hezbollah, qui ont en fait des liens durant la guerre civile avec Israël. Il accepte de négocier avec lui, de le rencontrer, etc. Mais ces négociations vont mener à nulle part, puisque Hassan Nasrallah refuse de désarmer le Hezbollah. Il défend un récit où Israël est un danger pour le Liban, elle est de nature agressive depuis sa création en 1948, et que la seule solution acceptable pour un Liban qui est faible, qui a une armée très faible, c'est une armée alternative, c'est une armée populaire qui puisse contrecarrer l'armée israélienne avec une guerre asymétrique, en menant une guerre d'usure ou une guérilla. Finalement, eh bien, quelques mois après, 2 ou 3 mois après, c'est la guerre. La guerre entre Israël et le Hezbollah, la guerre des 33 jours. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'il faut qu'on avance. Le monde diplomatique nous dit, à l'été 2006, prenant prétexte d'un incident frontalier provoqué par le Hezbollah, Israël déclenche une guerre totale à l'encontre du Liban. Mais l'offensive terrestre, lancée par Tel Aviv, échoue à réduire le parti chiite. Donc en fait, le Hezbollah réussit à tenir tête face à Israël qui demande le désarmement du Hezbollah. Mais bien sûr, les destructions, comme vous pouvez le voir sur les images, sont massives. Fin de la guerre, le Hezbollah crie victoire, et crie victoire divine, parce que là on ne voit pas très bien, mais Hassan Nasrallah donc, rassemble ses sympathisants pour célébrer la victoire, et derrière, il y a écrit victoire divine, c'est en français, en anglais. Épisode maintenant très important, c'est l'intervention du Hezbollah en Syrie qui mène à la régionalisation du Hezbollah. Le Hezbollah considère qu'il est contraint de rentrer en Syrie pour
combattre aux côtés de Bachar el-Assad, qui est un allié. Parce que pour le Hezbollah, la Syrie est un couloir pour la transit des armes et une profondeur stratégique. En 2013, Bachar el-Assad est à 2 doigts de tomber. Hezbollah cherche à créer des négociations, trouver un compromis entre l'opposition et le régime syrien dans un premier temps. L'Iran aussi intervient pour trouver une solution. Mais finalement, aucune solution n'est trouvée. La guerre civile bat son plein en 2013. Et Bachar el-Assad décide d'intervenir en Syrie, avant la fin du régime. Et il rentre en Syrie aux côtés du régime. Plus tard, la Russie, vous le savez, est entrée en 2015 aux côtés du régime, ainsi que l'Iran, de manière officieuse. C'est aussi, bon, là j'ai mis plusieurs moyens de propagande, de communication politique. Durant ces guerres, vous savez que bon, il y a Daesh, il y a Al-Qaïda qui est très présente dans l'opposition syrienne, dans la rébellion syrienne. Vous avez tous vu peut-être les églises démolies, voilà, les attaques contre les minorités chrétiennes. Le Hezbollah intervient et montre une autre image. Il montre une image d'un islamisme tolérant qui vient protéger les minorités, notamment les minorités chrétiennes. Donc il se met en scène comme ça, avec des photos, où il montre voilà, où il salue une statue de Jésus, une relique, il salue un portrait de Jésus-Christ. Voilà, contrairement aux images où on voyait des statues de la Vierge Marie cassées, etc. Donc là, en arabe, il y a écrit Joyeux Noël, ça semble être au mois de Noël. Joyeux Noël de la part de la branche de la communication politique du Hezbollah. En haut, là aussi, il y a une démonstration de force de son armement. C'est le moment de montrer ses armes. C'est aussi un message politique qui montre à Israël. Alors, le Hezbollah présente son intervention en Syrie comme une intervention préventive dans le cadre de la sécurité libanaise. Le Hezbollah considère que la guerre en Syrie, si on laisse faire, va arriver à un moment donné au Liban. Donc il est obligé d'intervenir avant que Daesh et Al-Qaïda entrent dans les territoires libanais. Chose qu'ils vont faire. Al-Qaïda, enfin la rébellion syrienne en règle générale, a quand même pris quelques portions de territoire libanais à ce moment-là. Le Hezbollah, en 2018, avec les élections de 2018, se place comme la première force politique libanaise. La nouvelle loi électorale permet de calculer le poids de chaque parti libanais. Et là, ça c'est un tableau que j'ai mis dans ma thèse. Dans ce tableau, on voit clairement le Hezbollah qui se démarque des autres partis politiques. Donc c'est la première force politique libanaise. Derrière lui, un allié, son allié chrétien, le courant du coup, le courant patriotique libre. Le courant patriotique libre, c'est un grand parti chrétien qui s'est rapproché du Hezbollah à partir de 2006. Il a fait un accord d'entente. Vous connaissez peut-être un Michel Aoun. Il y a Michel Aoun est le chef de ce courant patriotique libre. Le Hezbollah a réussi à le faire élire président de la République en 2016. Donc en 2018, le Hezbollah se place premier, juste derrière son allié chrétien. Là aussi, on est dans une apogée de succès politique au Liban. Mais les choses ne vont pas durer longtemps, puisque le Liban entre dans une crise. Donc là, j'ai fait un résumé rapidement, peut-être que ça va être la question de enfin les sujets d'échange entre nous. 2019, le pays entre dans une crise financière, économique, sociale, politique. Il y a eu des grandes manifestations. Vous vous rappelez tous de l'explosion du port de Beyrouth, le 4 août 2000, qui va venir encore aggraver la situation. Certains accusent même le Hezbollah d'avoir stocké des armes. C'est surtout, officiellement, c'est dû à l'explosion de centaines de kilos, de milliers de kilos de nitrate d'ammonium. Donc c'est surtout dû à la négligence. En tout cas, les choses vont dégénérer à partir de 2019, 2020, 2021, 2022, il y a encore des élections. Le Hezbollah se place toujours premier parti politique, mais il perd une partie de ses alliés. Donc il n'a plus désormais une majorité absolue avec sa coalition parlementaire, mais il a une majorité relative. Mais vraiment, le grand événement, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre 2020, qui va faire rentrer toute la région, pas seulement le Hezbollah,
dans une nouvelle ère. 7 octobre, le Hamas fait son opération contre Israël. Et là, en suivant un petit peu tout ce qui s'est passé, on sait que le Hamas a demandé de l'aide, a supplié le Hezbollah et Hassan Nasrallah en personne de rentrer dans la guerre. Face à cette situation, le Hamas n'a prévenu personne, ni l'Iran, ni le Hezbollah. Tout ça c'est prouvé. Même les Israéliens le disent. Face à cette situation, le Hezbollah doit choisir. Soit il n'intervient pas, et il va être accusé de traîtrise vis-à-vis de ses alliés, de l'axe de la résistance. Soit il agit. Alors, il agit comment? En ouvrant une guerre totale ou en essayant de faire quelque chose de plus symbolique? Il choisit l'attaque symbolique. Un front symbolique, ce qu'il appelle le front de soutien. Il ouvre un front de soutien, mais qui va avoir des répercussions très négatives pour lui, puisque ce front de soutien va casser la dissuasion qui était en place depuis 2006. Donc de 2006 à 2023, il n'y a pas de guerre entre Israël et le Hezbollah. Une des raisons principales, c'est qu'il y a quand même une certaine dissuasion entre les deux. En ouvrant ce front, même de manière symbolique, avec des échanges de tirs à la frontière, Israël va en profiter et va profiter du soutien international et de la position qu'elle a pu avoir, c'est-à-dire la position de victime, position de personnes qui a été attaquées, donc d'État attaqué, donc qui est en légitime défense, et du soutien américain, pour progressivement rentrer dans une guerre qui va être vraiment catastrophique pour les Hezbollah, c'est-à-dire qu'en septembre 2024, donc après un an d'échange de tirs, Israël prend une grande décision, c'est d'ouvrir une véritable guerre contre le Hezbollah au Liban. Rapidement, elle fait exploser les Vipers. Vous avez tous déjà entendu parler des Vipers qui ont explosé aux mains des militants du Hezbollah. Donc des centaines et des centaines de Vipers, c'est des moyens de communication, ont explosé dans les mains du Hezbollah, des militants du Hezbollah. Certains ont perdu leurs yeux, d'autres leurs doigts, etc. Israël a mené une succession d'attaques, de ciblage pour éliminer les grands cadres du Hezbollah, et notamment l'attaque contre Hassan Nasrallah. Donc Hassan Nasrallah a pu être éliminé le 27 septembre 2024 avec un certain nombre de grands dirigeants du Hezbollah. Hassan Nasrallah était alors dans un bunker en train de diriger de commander les opérations. Israël va aussi pouvoir attaquer les grands stocks d'armement du Hezbollah. Donc tout ça en quelques jours, en quelques semaines. Pendant 2 mois, donc de septembre à novembre, il y a une véritable guerre qui se met en place et les résultats sont dramatiques pour le Hezbollah, puisqu'Israël en fait avait profité de ces années pour cumuler des informations sur le Hezbollah. Alors certains disent que son entrée en Syrie l'a découverte par les renseignements. En tout cas, on est face à un constat, c'est que Hassan Nasrallah est mort. Il faut savoir que Hassan Nasrallah était un leader historique, charismatique pour le Hezbollah, mais pour tous les sympathisants qui soutiennent le projet de la résistance ou de la lutte armée contre Israël. D'accord. Et sa popularité dépasse le cadre libanais. C'était vraiment une personnalité très admirée par beaucoup. Il avait des capacités discursives, ça j'en ai beaucoup parlé dans mon livre, ces capacités discursives qui sont énormes et irremplaçables. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu l'a dit. Certaines personnes ne sont pas remplaçables et Hassan Nasrallah n'a toujours pas de remplaçant. On a tué l'axe de l'axe. Ça, c'est Netanyahu qui l'a dit. Il a dit: j'ai été surpris en lisant un rapport sur Hassan Nasrallah. J'ai été surpris en lisant un rapport sur Hassan Nasrallah. Il a lu un rapport de 80 pages, Netanyahu. Il a lu 2 fois. Il a dit: j'ai compris que Hassan Nasrallah, c'était lui qui dirigeait l'Iran et non pas l'Iran qui le dirigeait. Donc il était arrivé à un tel point de confiance entre lui et l'Iran
c'était lui qui prenait les décisions à la place de lui. Bref, donc c'était une grosse perte cette guerre pour le Hezbollah. Pire encore, juste après le cessez-le-feu, donc le 27 novembre 2024, chute du régime syrien. En une semaine, HTS, qui était Al-Nosra, donc de base Al-Nosra, c'était une branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui fait partie de la rébellion syrienne. Donc HTS réussit en 10 jours à atteindre Damas et à prendre le pouvoir, et Bachar al-Assad fuit, lui et sa famille en Russie. Donc chute du corridor, du couloir syrien, de cette profondeur stratégique que l'Hezbollah a défendu pendant plusieurs années. Il a sacrifié beaucoup d'hommes pour garder ce régime qui est un soutien fort. Donc, le Hezbollah se retrouve isolé, affaibli. Et 2023-2024, c'est vraiment une période charnière. Et donc, c'est Naïm Kassem, ce monsieur que vous voyez, qui est élu secrétaire général jusqu'à aujourd'hui. Là, avec l'Iran, la guerre a repris. Le Hezbollah a profité du fait qu'il y a une guerre avec l'Iran pour rouvrir le front et ensuite négocier un cessez-le-feu plus favorable. Puisque ce cessez-le-feu de 2023 a été une catastrophe, puisque pendant 15 mois, Israël avait le droit de frapper ce qu'elle voulait et le Hezbollah n'avait pas le droit de répondre. D'accord? Donc il y a eu 500 ou 600 morts, comme ça, durant un an et demi. Et on a en plus un gouvernement qui est désormais hostile au Hezbollah. Donc, un président de la République qui a été élu, qui est hostile au Hezbollah, le président du Conseil, c'est la première ministre qui est aussi hostile au Hezbollah. Voilà. Donc, avec la situation actuelle donc, et toutes ces pertes, et la chute de Bachar el-Assad, et l'arrivée de Ahmed Eshara, chef d'HTS, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre pour le Hezbollah. Une époque où on peut se poser la question de quel est son avenir, effectivement. Donc, peut-il rester une force militaire autonome? Vous savez que désormais le gouvernement libanais demande la démilitarisation du Hezbollah. Peut-il redevenir principalement libanais? Peut-il conserver son aura après Nasrallah? Donc tout ça, c'est des questions qui se posent dans une région qui est en perpétuelle mutation. Surtout maintenant avec la guerre contre l'Iran. Voilà, donc mon livre, Hezbollah, au Liban, Dieu, médias et guerre politique, issu d'une recherche doctorale menée entre 2019 et 2024, parti, armée, idéologie, machine médiatique, entre enracinement libanais et influence iranienne, un acteur majeur du Moyen-Orient contemporain. Merci beaucoup. Merci.